Parlons cinéma avec Serge Toubiana. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Mes deux invités aujourd'hui sont Thierry Jousse, avec qui nous allons parler de musique, la musique au cinéma, et Christophe Honoré, dont le nouveau film sort, Le Lycéen, le 30 novembre sur nos écrans. Thierry Jousse, bonjour. Bonjour Serge Toubiana. Lou Cohen, avec qui je travaille avec beaucoup de bonheur. Introduisez-nous à Thierry Jousse, sa personnalité, son CV, son parcours. Un très grand CV. Alors Thierry Jousse, avant d'avoir écrit ce magnifique livre dont on va parler, vous avez été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma à partir de 91. C'est d'ailleurs dans cette rédaction que vous avez rencontré Serge Toubiana, à qui vous avez succédé pour ce poste de rédacteur. Et ce poste, vous le quittez en 1996 pour vous consacrer à la réalisation. Le jour de Noël en 98, puis Nom de code Sacha en 2001 et Julia et les hommes en 2003. Parallèlement, vous écrivez déjà sur la musique pour les Inrocks. Et c'est en 2005 que vous commencez votre collaboration avec France Musique, après avoir réalisé votre premier long métrage Les Invisibles. Et pour Radio France, vous produisez et animez plusieurs émissions, Easy Tempo, Cinémason et Ciné Tempo actuellement. Et comme si ce n'était pas déjà suffisant, vous passez votre temps libre à écrire des livres. Un ouvrage sur David Lynch, un autre sur Wong Kar-wai. Et on arrive enfin à 2022. En août, votre dictionnaire enchanté de la musique au cinéma est publié chez Marest Éditeur. Et Marest Éditeur. Et il y a 2 semaines, Bande originale, une histoire illustrée de la musique au cinéma est sortie en librairie. Une coédition EPA France Musique et la raison pour laquelle vous êtes notre invité aujourd'hui. Alors Thierry, vous avez donc il y a 2 livres, comme l'a dit Lou. Le premier est sorti il y a quelques mois, le Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma. C'est le premier volume, donc il y en aura un deuxième. Voire un troisième. Voire un troisième. Et ce magnifique album, effectivement, BO, bande originale. C'est une vieille passion, la musique au cinéma ? Oui, c'est une passion qui date de l'enfance, en fait, même si je n'en avais pas une conscience précise à ce moment-là. Mais finalement, je me suis aperçu que, notamment mon rapport au cinéma, est beaucoup passé par la musique à travers à la fois des musiques de séries américaines de l'époque, comme Manix, Mission Impossible, c'était Lalo Schifrin, des cinémas populaires français du début des années 70, ça c'était plutôt Vladimir Cosma ou François de Roubaix. Et puis ensuite, dans une conscience un peu plus précise, Pierrot le fou de Godard, qui a été très important pour moi en termes d'expérience sur le son et sur la musique. Vertigo de Hitchcock, que j'ai découvert assez tôt parce que le film était à l'époque bloqué, mais grâce à la Cinémathèque française, enfin bref, qui prêtait des copies à Nantes où j'habitais, j'ai pu le voir. Donc ça a été des expériences qui ont marqué et dont je me suis aperçu plus tard, notamment quand j'étais au Cahier du cinéma où là ça s'est plus développé, que c'était vraiment des expériences finalement fondatrices pour moi, d'un rapport global au cinéma. Alors, dans ces 2 livres, il y a un principe d'écriture différent. Une organisation spécifique de votre pensée, de votre approche, de votre travail, je dirais même de votre passion. Dans le premier, donc ce dictionnaire enchanté de la musique au cinéma, vous traitez les compositeurs de musique, mais aussi les cinéastes, mais très sélectifs, de A donc à F, on attend la suite évidemment, et il vous inspire, et votre écriture est très libre, très fluide, elle va à l'essentiel. Il s'agit de caractériser les styles mélodiques, le rôle que joue la musique dans les œuvres, quelles qu'elles soient. Ma première question, ce serait, existe-t-il pour vous des cinéastes plus musicaux que d'autres ? Est-ce que vous faites une distinction entre certains cinéastes, certains auteurs de films, qu'ils soient français ou venus d'ailleurs, qui auraient une inclination plus forte pour la musique au moment même de leur création ? Ah oui, je pense qu'il y en a un certain nombre. On va en citer quelques-uns qui ne sont pas tous dans ce volume parce que l'ordre alphabétique fait que, par exemple, je sais pas, on peut citer David Lynch. C'est évident que c'est un cinéaste qui lui-même est musicien. Clint Eastwood, qui est aussi musicien pour une part, sont des cinéastes qui ont un lien très fort à la musique. Godard, à sa façon très particulière, avec beaucoup de montage, de fragmentation, c'est aussi un cinéaste très 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 musicien. Donc oui, pourrais citer d'autres qui sont dans le livre, Almodovar, Paul Thomas Anderson, pour prendre un cinéaste récent, Wes Anderson, les 2 Anderson. Enfin bref, oui, je pense qu'il y a un certain nombre de... Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des cinéastes qui n'ont pas utilisé la musique, comme par exemple Rohmer, mais qui était par ailleurs un grand connaisseur de la musique classique. Donc, mais lui, il n'aimait pas la musique de film au sens où on l'entend traditionnellement. Est-ce que cette différence entre ceux qui conçoivent la musique ou ont un rapport très fort avec la musique dans leur travail et ceux qui n'en ont pas, ou qui ajoutent la musique à la fin de leur travail, au moment du montage, est-ce que ça crée une différence pour vous en tant que spectateur ? Est-ce que vous avez vous le percevez tout de suite ?
Oui, enfin, je ne sais pas si je le perçois tout de suite, parce que peut-être il faut attendre Oui. d'avoir vu plusieurs films d'un cinéaste pour commencer à le sentir. Mais on pourrait prendre l'exemple de Tarantino, qui est un exemple que tout le monde connaît, qui a utilisé principalement de la musique dite préexistante, c'est-à-dire des choses qu'il avait découvert par lui-même et qu'il a mis dans ses films. On voit bien que lui, par exemple, il y a beaucoup de films où il y a ce qu'on appelle des playlists, on pourrait dire aujourd'hui, c'est-à-dire de la musique qui connote une époque, enfin, ou qui est censée, voilà, nous plonger dans un moment particulier de l'histoire souvent, et on voit que c'est souvent un peu anonyme, c'est-à-dire que c'est pas fait par une individualité, c'est des gens qui choisissent les morceaux pour le film, bon voilà, ça n'a pas, c'est assez impersonnel on pourrait dire, alors que si vous voyez Tarantino, quoi qu'on pense du cinéma de Tarantino, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on voit bien que les morceaux jouent un rôle narratif quasiment, enfin c'est à la fois du sensoriel on pourrait dire, mais c'est aussi narratif, et donc c'est un récit presque parallèle au récit que racontent les images. Donc c'est très important et ça se sent quand même, même si on n'est pas un amateur passionné de musique, je pense qu'on peut sentir que chez lui, ou on pourrait dire par la même chose de Wong Kar-wai, qui lui aussi utilise des morceaux préexistants et mélange des choses très variées, on voit bien que ça vient de leur culture personnelle musicale et ça se sent quand même dans leur film, il me semble. Vous faites dans les deux ouvrages donc une large part au couple réalisateur-compositeur. Pour vous, il y a dans l'histoire du cinéma des modèles. Enfin, je peux dire, vous, évidemment, on pense à Hitchcock, Bernard Herrmann, mais il y a aussi Jacques Demy, Michel Legrand, il y a François Truffaut, Georges Delerue, Claude Lelouch, Francis Lay et beaucoup d'autres. Comment vous analysez cette histoire des complicités entre compositeurs de musique et réalisateurs ou artistes ou auteurs? Je pense qu'un cinéaste, même s'il est très féru de musique, il a quand même un peu peur de la musique quand il aborde la réalisation, parce que la musique, c'est quand même très fort sur les images. Je veux dire, si vous faites l'expérience de mettre un même plan avec deux musiques différentes, vous allez voir que ça ne produit pas le même effet. Donc c'est une lecture de l'image, c'est une coloration de l'image, qui est une intensité qui est quand même très, très forte. Donc, si vous trouvez votre alter ego musical, comme vous en avez cité un certain nombre, on pourrait dire par exemple Almodovar et Alberto Iglesias ces dernières années, ou moi j'aime beaucoup aussi, dans un registre cinéma populaire, Vladimir Cosma et Yves Robert, qui ont fait vraiment une coupe, ou Black Edwards et Henri Mancini, enfin bref, il y en a beaucoup. Je pense que quand un cinéaste a trouvé son double, on pourrait dire, ou son alter ego musical, il ne le lâche plus, parce que ça devient son co-auteur quasiment, quoi. C'est-à-dire que la couleur de ses films est aussi tributaire du travail musical de ses compositeurs, et ça devient une paire, quoi, ou on pourrait dire Howard Shore et David Cronenberg, par exemple, c'est aussi des couples. Donc je crois que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est en sécurité d'une certaine manière. C'est pas seulement un problème de sécurité, c'est aussi un problème de création, mais on est aussi en sécurité quand on fait du cinéma, quand on est avec un compositeur avec lequel il n'y a même plus besoin, parce que le problème du rapport entre un compositeur et un réalisateur, c'est le langage. C'est-à-dire quel langage. Les réalisateurs sont pas forcément tous des musiciens, et tant mieux d'une certaine manière, parce que les compositeurs n'aiment pas tellement ça finalement, mais il faut trouver un langage commun, et une fois qu'on l'a trouvé, après il y a presque plus besoin de se parler. Et parfois aussi les compositeurs écrivent la musique même avant que le film soit tourné. Donc ça, c'est vraiment un privilège. Lou ? Donc Thierry Jousse, il y a 400 films de musique dans votre livre bande originale. Comment est-ce que vous les avez choisis? Parce que ça doit être frustrant d'en laisser de côté en fait. Alors ça, c'est un projet effectivement différent, parce qu'il s'agit d'un beau livre donc, qui vient de paraître. Alors ça, c'est une commande. L'éditrice Laurence Lehou est venue me chercher pour ce livre, donc j'ai un peu hésité devant l'ampleur du travail, puis bon, finalement, je me suis laissé tenter. L'idée, c'était de faire vraiment une histoire de la musique au cinéma, avec des manques, parce qu'il n'y a pas tout, bien évidemment, il manque des choses sur l'Inde, par exemple, est quasi absente, bon, très peu de choses sur le Japon, alors que c'est quand même des pays qui ont produit bon bref, mais enfin il fallait bien faire des choix. Donc après ça c'est moi qui ai découpé en lien avec l'éditrice le livre en période historique, et donc il y a un certain nombre de bandes originales, de cinéastes, de films qui étaient de toute façon incontournables. Je veux dire, on peut pas c'est un livre qui a aussi une optique un peu grand public, vraiment dans le bon sens du terme. Donc on peut pas passer à côté de Sergio Leone et d'Ennio Morricone. Enfin je veux dire c'est indispensable. Donc ça s'est fait un peu naturellement, c'est-à-dire un peu à la fois au gré de mes goûts, mais j'ai essayé d'aller au-delà de mes goûts, c'est-à-dire c'était pas ça la question. Autant dans le dictionnaire
dictionnaire, c'est une écriture assez subjective. Autant là, c'était vraiment essayer de rendre compte, voilà, une cartographie, un peu, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça, avec ce côté un peu historique, parce qu'au fond, il n'y a pas de livres tellement sur. Il y a des livres sur la musique de film, les livres de Michel Chion, par exemple, qui sont des livres assez savants sur le sujet, mais il n'y a pas de livres comme ça. Et puis c'est vrai que la culture de la musique de film, elle a évolué, elle a augmenté, c'est accru, je trouve, ces dernières années. Il y a un vrai public aussi pour ce type de choses. Et donc, voilà, ça s'est fait de façon, je dirais, oui, un peu assez naturelle. D'une certaine manière, j'ai pas compté le nombre de bandes originales ni les films, mais finalement, voilà, ça s'est passé comme ça. J'allais vous demander, vous trouvez que la musique de film est bien considérée en France, mieux considérée qu'avant? Est-ce que vous trouvez que ça va mieux pour les compositeurs de musique? Ils sont plus pris en considération? Il y a une évolution que je qualifierais de plutôt positive, parce que quand on parlait, il m'est arrivé de rencontrer, vous l'avez sans doute rencontré aussi, Antoine Duhamel, par exemple, compositeur de la génération vraiment des années 60-70, compositeur savant, qui avait fait qui sortait du conservatoire, très bon. Et Antoine Duhamel, le disait, et d'autres l'ont dit dans la même génération, il était méprisé dans les années 60, et pourtant, il travaillait avec Godard, avec des gens, Truffaut, Jean-Daniel Paulet, c'était pas le tout venant du cinéma non plus, mais il y avait un mépris parce que au fond la musique sérieuse c'était Boulez, c'était des choses très dissonantes, très bon, et la musique de film c'était un peu de la sous-musique. Donc ça on n'en est plus du tout là aujourd'hui, y compris en France. Aux États-Unis il y a toujours eu une prise en compte de la musique beaucoup plus importante. Il y avait des départements spécifiquement dédiés à ça dans les studios. Donc c'est vraiment une question qui est prise en charge très tôt. En France c'est plus artisanal, aussi dans le bon sens du terme. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, même si ça reste une question complexe parce que les productions souvent traînent à mettre beaucoup d'argent sur la musique, ça arrive souvent très tard dans les films, que certains cinéastes se forcent à mettre de la musique parce que ça se fait, mais enfin, ils n'en ont pas tant envie que ça, bref. Mais je pense oui qu'il y a quand même une vraie évolution dans la reconnaissance. Bon, parce que tout évolue, il y a des classes de conservatoire maintenant qui sont dédiées à la musique de film. Bon voilà, il y a des compositeurs qui quand même ont une certaine aura dans l'histoire de la musique de film en France, de Maurice Jaubert des années 30 à Philippe Sartre qui est toujours vivant, avec qui j'ai animé dans Compte il n'y a pas très longtemps. Bref, donc oui, je pense que ça a beaucoup évolué de manière positive. Vous avez cité Antoine Duhamel, on pourrait citer dans la même génération Pierre Janssen, Georges Delrues, qui ont tous fait le conservatoire d'ailleurs dans le Nord, enfin pas tous, mais Delrues, oui, dans le Nord. Dans le Nord, à Roubaix, et qui se destinaient à être compositeurs de musique. Et puis le cinéma a fait appel à eux à la fin des années 50, Reichenbach, Michel Legrand, c'est ça, Truffaut bien sûr et d'autres. Et d'un coup, mais la consécration est venue par les États-Unis, les Oscars, et le fait de travailler pour le cinéma américain, quoi. Mais ça a été une génération splendide, quoi. C'est clair, oui, il y a une grande génération, on pourrait ajouter Maurice Jarre aussi, bien qui sûr. était musicien pour le théâtre au Absolument. départ, TNP, mais oui, non, mais effectivement, ils ont tous, pas Duhamel, mais Delrues, vous avez cité Delrues, Legrand, et on peut ajouter Jarre, ces trois compositeurs qui ont fait une carrière ensuite internationale, américaine, 3 Oscars quand même pour Michel Legrand, ce qui n'est pas rien. Delrues en a eu un seul, mais il aurait pu en avoir plus. Jarre en a eu au moins 2. Bon, c'est quand même des compositeurs qui ont compté et comme on le sait, Hollywood est très accueillant avec les étrangers à partir du moment où ils peuvent contribuer à la vitalité, à la richesse du cinéma. En tout cas, c'était le cas à l'époque, et je pense que ça l'est encore d'une autre manière. Donc oui, ils ont. Mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le cinéma américain prend la musique au sérieux de manière beaucoup plus. Alors, on peut dire pour le meilleur et pour le pire, il y a trop de musique dans les films américains, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pris en compte comme une donnée, comme une variable du cinéma importante. Thierry Jouze, est-ce que la musique de film, pour vous, aide à se souvenir d'un film? Est-ce que vous considérez qu'elle a un élément de mémoire indispensable ou infaillible? Infaillible, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ça c'est clair que c'est un marqueur, on pourrait dire. C'est-à-dire que je pense, alors, je ne sais pas si c'est aussi vrai aujourd'hui dans le cinéma contemporain, parce que le rapport à la musique a vraiment changé. On est moins sur avant, il y avait des thèmes qu'on reconnaissait, qu'on identifiait, ce qui fait que dans tel film j'en sais rien, Le Grand Blond avec une chaussure noire, aussi bien qu'un certain Truffaut ou autre. Bon, voilà, il y a plein de films, ou Léon, évidemment. Donc, écouter une musique, c'est un effet, oui, de réminiscence immédiate qui fonctionne, je pense, que de manière collective. Enfin, chez beaucoup de... D'ailleurs, on le voit bien parce que moi, il m'arrivait d'aller à des concerts de compositeurs plus ou moins, enfin, quand même parfois assez connus, et on voit bien que les gens fonctionnent, ils viennent aussi parce qu'ils connaissent des musiques voilà. Et donc, oui, je pense que c'est un élément de marqueur. Mais ce qui est curieux, c'est que les spectateurs d'un film, je ne peux pas citer d'exemple en particulier,
ne sont pas toujours conscients qu'il y a de la musique dans un film. C'est-à-dire, ça dépend aussi comment la musique est traitée. Mais parfois, ça m'est arrivé souvent de parler comme ça avec des gens, et ils disent, ah oui, ils se souviennent pas qu'en fait la musique existe dans le film, et c'est frappant. Donc ça, c'est un cas de figure. Mais bon, voilà, il y a l'autre cas de figure qui est vraiment des thèmes qu'on reconnaît et qui sont d'une certaine manière ancrés, oui, dans la mémoire collective. Dans Bande originale, vous consacrez un chapitre aux compositrices, chapitre intitulé « Où sont les femmes ?» Donc justement, c'est la où fin du livre sont-elles? d'ailleurs. C'est la fin du livre parce qu'il me semble que c'est une question qui concerne pas seulement la musique de film, hein, qui concerne l'ensemble des professions d'ailleurs, au-delà même des professions artistiques, mais enfin, disons, restons dans ce domaine-là. Mais c'est curieux parce que par exemple en France, la profession de cinéma globalement est assez féminisée. Il y a beaucoup de cinéastes femmes, il y a des chefs opératrices, il y a des monteuses évidemment, mais enfin il y a même des ingénieurs du son avec un E, mais pas tellement de compositrices, c'est-à-dire que le pourcentage reste quand même très très bas. On pense tout de suite à des hommes en fait quand on dit compositeur. Oui. On pense à Hans Zimmer, John Williams et d'autres. Pour les grands, oui, c'est sûr. Après, il y a une génération qui commence maintenant à émerger où il y a plus de femmes, mais c'est vrai que c'est lent. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que, mais il y avait pas beaucoup de compositrices non plus dans l'histoire de la musique. En tout cas, on va peut-être les redécouvrir au fur et à mesure. Il y en a, hein, mais c'est quand même pas, ça n'a pas été dominant. Donc visiblement, ça a été la même chose pour le cinéma. J'ai pas d'explication non plus vraiment absolument, si ce n'est que l'accès à ce type de création au fond était barré d'une manière d'ailleurs qui était peut-être pas forcée. C'est pas un interdit, voilà, c'est pas interdit, mais de fait ça s'est pas produit, quoi. Donc ça veut dire que c'était quand même un monde d'hommes. Oui, il m'a semblé intéressant et important de finir sur cette question-là parce que c'est un peu l'avenir. Je pense que dans l'avenir il va y avoir beaucoup plus de compositrices et ça sera très bien comme ça. Je le souhaite ardemment. C'était une bonne fin. Oui, Thierry Jousse, Ennio Morricone, lui c'est une statue dans la musique de film. Enfin, il a fait plus de 500 compositions pour le c'est cinéma. ce qu'on dit, oui. Il y a un film qui lui est consacré. C'est un monument. Il donnait des concerts sur ses musiques dans les plus grandes salles du monde. Enfin, lui, c'est la consécration absolue, on peut dire, non? C'est une star, là. Oui, là, on est probablement c'est le compositeur de l'histoire de la musique de film le plus connu au monde, hein. Il y a John Williams, qui est très connu aussi. Mais on connaît beaucoup les musiques de John Williams, peut-être moins son nom. Alors qu'Ennio Morricone, c'est vraiment une figure absolument incontournable, qui a travaillé avec tout le monde, c'est-à-dire des films très populaires en Italie, en France, aux États-Unis, mais aussi des auteurs les plus pointus, hein. C'était quand même aussi un compositeur de Pasolini, de Bertolucci, de Bellocchio, donc des cinéastes et d'autres, hein, des frères Taviani, enfin bref. Donc il a parcouru tout le spectre de l'histoire du cinéma italien notamment, mais aussi français-américain. Et il a un style à lui, c'est-à-dire je pense que c'est un compositeur qui a réinventé la musique de film presque à lui tout seul dans une période où elle était de toute façon en pleine mutation. Au début des années 60, c'est vraiment un moment important pour tout, de manière générale pour le cinéma, mais notamment pour ce. Donc je ne sais pas, il avait un don pour développer, voilà, des idées musicales qui sont captivantes, quoi. Je ne sais pas, une manière un choix d'instrumentation, des mélodies bien sûr, mais aussi une mise en scène musicale. Je crois que c'est ça son génie. Et puis effectivement sa collaboration avec Léon lui a donné une ampleur, même si c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a tellement d'autres choses. On entendait le chant des Siciliens, il a beaucoup travaillé avec Henri Verneuil, hein. C'est un compositeur qui est devenu légendaire. Et par exemple le documentaire dont vous parliez qui s'appelle Ennio, qui est sorti au début de l'été, il a quand même fait plus de 100 000 entrées, ce qui veut dire qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui, et moi ça m'est arrivé de le présenter. C'est un film de Tornatore, c'est ça? De Giuseppe Tornatore, qui a fait 15 films avec lui, donc plutôt dans les 25 dernières années. Et donc ça veut dire que en Italie c'était une superstar, hein. Morricone, c'est vraiment. Je pense qu'on peut aussi considérer que Morricone, à l'échelle de l'ensemble de la musique, c'est aussi un des plus grands compositeurs du XXe siècle, ou en tout cas de la deuxième moitié du XXe siècle, au-delà de la question même de la musique de film. Et ça, c'est aussi un élément fondamental. Merci Thierry.
vient d'entendre un court extrait des Dents de la Mer de Spielberg, avec une musique de John Williams. Donc Thierry Jousse, 2 ouvrages, Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma, volume 1, de A à F, chez Marest Éditeur, et puis bande originale, BO, une histoire illustrée de la musique au cinéma, chez EPA avec France Musique. Merci Thierry Jousse. Merci à vous. Vous avez vu, comme nous, comme Lou et moi, Armageddon Time. On voudrait bien en dire quelques mots. Lou. Une météorite en plein cœur, une réussite, un film d'une force inouïe, mélodrame délicat et engagé, un appel à un réveil des consciences. Bref, Serge, Armageddon Time touche dans le mille. Cette histoire d'une amitié impossible entre 2 adolescents, l'un juif, l'autre noir, et tout ça mêlé à l'histoire avec un grand H. Mes parents m'ont envoyé au collège de mon frère. Ça craint. Vous qui faites partie de cette institution, vous allez tous parvenir au sommet. Jamais on ne vous aura fait la moindre faveur. Vous ne devrez votre ascension qu'à votre mérite. Je viens pas l'air enchanté. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois, il y a des élèves qui disent des trucs méchants sur les enfants noirs. C'est qui celui-là? C'est un mec de mon ancienne école. Il y en a qui venaient chez toi des fois? Dans ce cas-là, tu réagis comment, toi? Bah, je fais rien du tout, évidemment. Je trouve ça malin. On va parler du film plus en détail ensemble avec vous, Serge, et vous, Thierry Jousse. Mais d'abord, j'aimerais donner mes 3 raisons pour lesquelles Armageddon Time est un grand film. Il y en a beaucoup d'autres, mais malheureusement, on n'a pas 3 heures pour en parler. Mais donc, première raison, Anthony Hopkins, tout simplement bouleversant encore une fois. Je pense qu'il est impossible de regarder un film avec Hopkins sans qu'il nous fasse pleurer. J'allais dire Le silence des agneaux, mais même pour celui-là, on pleure, mais de peur. Et dans Armageddon Time, Hopkins interprète Aaron, le grand-père de Paul. Il est la figure la plus importante de son petit-fils, une relation poignante. Et le film repose justement sur cette relation, parce que ce grand-père, il est un peu la conscience de Paul. On vient de l'entendre demander à son petit-fils « Est-ce que tu trouves ça normal que l'on insulte des personnes à cause de leur couleur de peau ?» Et c'est ça la deuxième raison pour laquelle il faut aller voir ce film, pour son discours engagé. J'ai écrit le scénario avant toute une série de bavures policières, la pire étant le meurtre de George Floyd par des policiers blancs. Il y a plusieurs niveaux de privilèges. Il faut bien voir que les enfants qui vont dans de bonnes écoles privées accèdent à de super privilèges. Ils font partie de l'élite et ils le savent. Le système est complètement verrouillé. Le même petit groupe de personnes accède au plus haut niveau et exclut toutes les autres. C'est le monde dans lequel on vit. Comment peut-on briser ce cercle vicieux? Je veux remettre ce système d'oppression en question. J'ai juste voulu montrer toutes les couches de ce système. Les années 80 aux États-Unis étaient toujours marquées par les inégalités, le déterminisme social, la ségrégation et le racisme, et j'ai envie de dire que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et c'est ça la force d'Armageddon Time. Sans le vouloir, James Gray parle de plein de sujets actuels. Pourquoi Johnny, un enfant de 12 ans qui a la vie devant lui, est déjà catégorisé comme un délinquant parce qu'il est noir? Les inégalités raciales et sociales sont donc les sujets sous-jacents d'Armageddon Time. Lou, quelle est la 3e raison d'aller voir Armageddon Time? Alors finalement, pour l'intimité de l'histoire. Les rêves d'un enfant que sa famille ne comprend pas, la jalousie entre frères, la communication impossible entre une mère et son fils. James Gray se met à nu, il s'ouvre à nous, mais il n'est pas question de pardon dans ce film. Au contraire, James Gray est dur envers lui-même et c'est là tout l'intérêt de ce film, admettre que l'on a des défauts. Thierry Jousse, ce film, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. C'est marrant parce que c'est un film qui m'a fait l'effet d'être immédiatement un classique d'une certaine manière. Vrai. Non pas parce que le film a une forme classique si on veut, mais moi ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est que c'est un film, on va dire, subtil, fin, complexe. Parce que peut-être aujourd'hui, le cinéma n'est pas toujours dans cette tonalité. C'est un film complètement à part, au fond, dans le cinéma américain contemporain. C'est presque un dinosaure. Mais en même temps, c'est ça qui fait sa force et sa grandeur. Parce que c'est vraiment un cinéaste qui traverse un peu le cinéma américain de manière très solitaire, je trouve, James Gray. Non, j'ai trouvé que c'était un film extrêmement, un peu automnal, comme ça, dans les teintes. Il y a vraiment une mélancolie aussi, mais dans le bon sens du terme. Et les comédiens sont formidables. Parce que vous avez Anthony Hopkins, bien sûr, mais les 2 garçons sont formidables. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile à faire dans le cinéma. Vous avez parlé de la tonalité automnale. Il faut dire que Darius Khondji, le grand chef opérateur, a travaillé avec James Gray. Et c'est vrai que c'est une très belle présence, comme ça, un peu automnale du Queens, New York, la vie dans la banlieue new-yorkaise. C'est un grand film aussi parce que c'est vraiment un récit d'enfance et que tout est vu du point de vue de l'enfance. Et cet enfant qui s'appelle Paul Grass. Donc, ce qui est très, très fort, c'est que d'emblée, il annonce la couleur. Il veut être artiste. Mais comment croire qu'un enfant peut dire ça à 12 ans, quoi? Or, il s'y tient. Il a cette obsession. C'est son idée fixe. Il dessine son professeur. Il va se faire engueuler. Il va être au piquet dans la classe.
la référence à Truffaut est assez courante. Hein. Dans le film, il y a, avec son copain Johnny, donc ils vont voler dans les 400 coups, c'était une machine à écrire. Là, c'est un ordinateur. Le temps a évolué, mais ils vont évidemment échouer. Donc la punition, la police, mais l'un sera mieux traité que l'autre. Bon, et voilà, et puis il y a cette relation aux parents. Moi, j'aime beaucoup Annie Hathaway qui joue la mère, et on voit bien que ces deux garçons, le frère aîné n'est pas un personnage principal dans le film, mais ces deux fils sont l'amour de sa vie, quoi. Et l'enfant, Paul, n'a pas une relation si facile avec non, sa et mère. on voit que la mère, elle est un peu tiraillée, en fait. Elle aimerait que ses enfants l'écoutent, qu'elle les suive au doigt et à l'œil, mais ils le font pas. Et c'est ça qui est magnifique avec son interprétation aussi, c'est qu'on ressent vraiment qu'elle balance entre les deux, parce qu'il y a des fois, on le voit, elle ne les frappe pas, ses enfants, son mari le fait, Jamais. mais on voit qu'elle, des fois, elle l'aurait envie, et c'est ça qui est dur, parce qu'on la comprend, on a un peu de la peine aussi, parce que Paul, on le voit, en même temps, c'est un enfant de 12 ans, c'est un garçon, donc il fait plein de choses, il fait les 400 coups. Mais en même temps, on ne la comprend pas parce que c'est dur de voir, par exemple, les scènes de violence avec le père qui frappe son enfant dans la salle de bain et lui, il ne peut rien faire, en fait. C'est l'idée de la vie comme un chemin tortueux, une mise à l'épreuve. L'enfance, c'est une mise à l'épreuve. C'est quand même un thème fondamental, de Dickens à plein de films, mais celui-là, il a une force de vérité incroyable, je trouve. Je serais curieux de voir le film de Spielberg, le prochain film de Spielberg qui sort bientôt en France, je crois, en janvier, The Fabelmans, parce que c'est aussi un film sur son enfance, donc sur son apprentissage, dans lequel d'ailleurs j'ai appris que David Lynch jouait le rôle de John Ford, ce qui le rend d'autant plus curieux. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a, parce qu'on regarde le film de Paul Thomas Anderson aussi en début d'année, Licorice Pizza, qui se retournait aussi, alors de manière moins autobiographique sur la période. Il y a eu Roma pour Netflix. Ce sont des films le cinéma, les auteurs américains ont l'air d'avoir besoin d'une part de faire de l'introspection, mais aussi de se retourner sur une époque antérieure où il n'y avait pas de portable, où il n'y avait pas de tout l'arsenal d'aujourd'hui, parce que ça a l'air d'être nécessaire pour eux, quoi, j'ai l'impression. Oui, mais c'est aussi des cinéastes indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de choisir leur propre sujet. James Gray est très marginal dans l'industrie américaine, il est plus reconnu, je pense, en France qu'aux États-Unis. Mais c'est aussi... Par exemple, dans le film, c'est une chose très, très particulière, mais qu'on a du mal à comprendre peut-être en France. Dans une famille américaine moyenne, c'est la classe moyenne, dans le Queens, aller à telle école ou à telle autre, c'est décisif, quoi. Ça détermine tout, et c'est toujours le cas aujourd'hui encore. Oui. Si on ne va pas à tel collège, tel lycée, on ne pourra pas ensuite aller dans les grandes universités, et ça se voit encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, voilà, et on voit l'angoisse des parents, quoi. Si les enfants sont récalcitrants, rebelles, ne jouent pas le jeu... Le plan où on le voit avec son blazer, sa cravate, il est enfin conforme à l'idée... Avec sa petite mallette. Il est enfin conforme au désir des parents, mais c'est pas lui, quoi. C'est aussi la différence entre l'école privée et publique, parce qu'au début, il est dans une école publique, et bon, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de discipline, enfin, il y a un problème avec la loi, et puis ensuite, il va dans cette école privée où il n'y a pas de noir, et qui forme un peu les élites qui vont être celles des années 80. Il y a le père de Donald Trump, le personnage du père de Donald Trump qui apparaît, il y a la sœur de Donald Trump qui apparaît, en tant que personnage de fiction, et donc tout ça, on voit que c'est aussi l'école ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, disons, américain, qui s'est développé dans les années 80. Donc ça s'appelle Armageddon Time, parce que la référence, c'est le cataclysme serait que Ronald Reagan soit élu. Il a été élu. Ça a été le cas en 1980. Si on l'adapte à nos jours, c'est plutôt Donald Trump qui a été effectivement élu, et ça a été une catastrophe. Donc on voit bien quand même, c'est aussi un film politique, c'est un film intime, c'est un film vraiment remarquable. Je recommande à nos auditrices, à nos auditeurs d'aller voir Armageddon Time de James Gray, qui est sur les écrans. Je pense pas que toi ou ton frère vous occupiez de moi. C'est à moi de continuer à m'occuper de vous. Notre vie d'avant, elle est finie. Puisque c'est comme ça, moi, je veux que tout change. J'ai pas besoin de toi, j'ai besoin de personne. Ouais, c'est ça, si seulement, dégage là. T'as pas le droit de pas faire attention à moi, à maman. On a mal autant que toi. Bonjour. Le lycéen, c'est votre
14e, 15e, je sais plus. Ouais, 14e film. 14e film. Et vous avez commencé en 2002 avec 17 fois Cécile Cassard, il y a 20 ans. Donc, ça fait quand même un sacré rythme. Vous travaillez, oui, à un rythme soutenu et vous passez du cinéma à la mise en scène de théâtre. Vous écrivez des ouvrages. Vous avez commencé par des livres pour enfants. Cette énergie, elle vient d'où? Enfin, elle vient d'où? Non, elle est là. Mais elle vous guide ou c'est vous qui quand même la guidez un peu? Non, après c'est assez étrange, c'est même c'est bizarre parce que hier soir justement on avait l'avant-première du lycéen et quand je rentrais chez moi je me disais 14 films, est-ce que ça a du sens de faire 14 films? Est-ce que en tant que cinéaste on a autre chose à dire qu'au bout de 2-3 films et puis et en marchant, en fait, je me disais que non, que finalement, continuer à faire du cinéma, c'est aussi continuer à rencontrer de nouvelles personnes, à rencontrer des nouveaux acteurs, à retrouver des gens avec qui vous aimez travailler et aussi à retrouver des gens de votre vie qui n'appartiennent pas au cinéma, mais que vous arrivez à... Enfin, je sais pas, que vous enrôlez dans votre... Ouais, voilà, vous peuplez dans votre film. Donc, après, la question de l'énergie... Je sais que moi, j'ai fait pas mal de films avec Paolo Branco, qui est un producteur. C'était dans Paris, les chansons d'amour, et ma mère, on avait fait ensemble. Et Paolo, il avait ce principe-là qu'il fallait pas s'arrêter, qu'il fallait pas attendre les financements, qu'il fallait tout le temps lancer des projets, etc. Et je crois qu'il m'a donné ça. Je sais pas si c'est névrose ou si c'est au contraire une bonne solution de faire du cinéma. Cette idée que si on fait du cinéma, il faut en faire. Il ne faut pas attendre de faire les films. Il faut jouer avec les contraintes financières, les contraintes de... Les autres ont des calendriers qui ne s'accordent pas à vos films. C'est pas grave, on ne les attend pas. Et on essaye comme ça de se remettre en état de filmer tous les ans ou tous les 2 ans. Et alors, donc, cette énergie, je ne sais pas si je la contrôle, mais en tout cas, elle me fait tenir debout. Et je crois que le vrai danger, surtout, c'est que je pense que si je prenais un tout petit peu plus de temps, je suis pas sûr que je reviendrais. Je suis pas sûr que je referais un film. C'est parce que c'est la vraie angoisse en fait, je pense, pour les cinéastes. Après un film, comment retrouver l'envie de faire un film et je pense que pour conjurer un peu cette angoisse, en fait, je pars tout de suite sur un autre projet sans même me poser trop de questions. J'exagère, évidemment, je m'en pose. Moi, je suis très admiratif de ce que vous venez de dire parce que c'est le contraire de la névrose. La névrose, ça empêche, on stagne, on macère, etc. Bon, on va parler quand même du lycéen parce que c'est un film magnifique. Qu'est-ce qui préside au film? Est-ce qu'il y a une première image, une première idée qui est à la naissance du film? Quelque chose à quoi vous tenez vraiment très fort au début? Je pense que c'est l'image de mon père. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais adolescent, donc ça va faire maintenant une 40aine d'années. Et puis, j'ai travaillé sur un spectacle au théâtre Le Ciel de Nantes, qui essayait comme ça de faire revivre plutôt les gens du côté de ma mère, de la famille de ma mère. Et ça a rendu mon père, enfin, je sais pas, le manque de mon père, qui forcément est un manque que j'ai... Enfin, je fais avec forcément depuis 40 ans, mais ça a rendu ce manque certainement plus intense, en tout cas, ou plus, je sais pas. Et je me suis dit que c'était le premier élan, c'était essayer de faire un film en fait pour retrouver mon père. Ce qui est assez étrange parce que le père n'est pas un personnage au final de ce film, puisque c'est un personnage qui s'absente et qui disparaît dans cette famille. Mais je crois que c'était... Pour moi, c'est un peu le cœur secret de ce film-là, en fait. C'est d'essayer oui, comme une espèce de geste un peu païen, comme ça, en fait, de le retrouver au cœur du film. Et voilà. Et donc, après, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire que finalement, cette histoire-là, qui était quand même très marquante dans mon identité, tout simplement. Je l'avais jamais abordé frontalement dans un récit. Et puis en même temps, je me méfiais d'un film très nostalgique. Vous savez, il y a...
Souvent, les cinéastes font des films autour de leur adolescence. Il y avait eu la série de Chantal Poupeau, Tous les garçons et les filles, qui avait donné des films formidables en plus, d'Assayas, de Patricia Mazui, de Téchiné. Et moi, je voulais Les roseaux sauvages. Les roseaux sauvages, par exemple, ou L'eau froide, ou Travolta et moi, etc. Mais moi, je voulais pas faire un film pour reconstituer mon adolescence. Je voulais juste partir de ces émotions et au contraire essayer de les projeter au présent. Et donc, après, le film s'est vraiment imposé à moi quand j'ai décidé que c'était un portrait d'un jeune homme d'aujourd'hui qui vivrait les mêmes émotions que moi, mais qui serait vraiment au présent. Alors, il faut quand même aussi dire à nos auditeurs et nos auditrices que vous jouez le père. Donc, vous êtes votre propre père. Vous êtes à la fois le père à qui vous rendez hommage, votre père disparu, et puis vous l'incarnez. C'est une mise en abîme, comme on dit, assez bouleversante. C'est un film sur l'enfance, sur la fin de l'enfance. Vous êtes d'accord? La fin de, oui, Luca, le personnage Luca, qui est interprété par Paul Kircher. Révélation, comme il y en a parfois dans le cinéma, et elles sont à la fois rares mais impressionnantes. C'est le moment où voilà, les ennuis commencent dans la vie, quoi. Les épreuves commencent. La mise à l'épreuve de la vie s'impose à lui. Oui, la mort du père, bien sûr, mais plus que ça, au-delà. Le parcours commence, quoi. Vous avez raison quand vous dites la fin de l'enfance, ce serait dans l'idée peut-être de considérer l'enfance comme un temps, comme l'idylle. Vous voyez, c'est la fin de l'idylle. Voilà, c'est la disgrâce. Le temps béni. Oui. Voilà, c'est vraiment un film sur la disgrâce, sur comment on perd à un moment quelque chose qui semblait installé là de toute éternité, qui était voilà, parce que cette famille règne comme ça une espèce d'idylle en fait dans cette famille, et l'irruption à la fois incroyablement banale puisque voilà, un accident de voiture, enfin voilà, on sait très bien que ces tragédies qui sont très familières, j'allais dire, fait que le personnage en fait est pris dans un chaos et que le film essaye d'être le plus loyal possible envers ce chaos. En fait, moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait, c'est-à-dire d'essayer de pas plaquer un discours en fait et de trouver un sens à ce moment-là, puisque justement le film essaye d'étudier ou de représenter, d'exprimer le moment où tout perd sens pour lui. Et pourtant, il est très entouré, il a une famille très aimante, il est plutôt très réconforté. Mais il est dans l'incapacité en fait d'ordonner les choses autour de lui. C'est vraiment ce moment de bascule que je pense beaucoup de nous ont connu, c'est-à-dire quand l'irruption de la mort fait que tout ce qui était familier, la vie du jour le jour, en fait, devient un territoire inconnu. Et pourtant, on passe dans les mêmes endroits, on est dans les mêmes pièces, on voit les mêmes gens, on fait les mêmes trajets qu'on faisait le jour d'avant, mais soudain, l'irruption de la mort, l'annonce de la mort, en fait que tout est inconnu, réellement inconnu, et procure forcément des sentiments d'angoisse et d'oppression très forts. Il y a quelque chose d'assez remarquable aussi dans Le Lycéen, votre nouveau film, c'est le principe du récit, c'est-à-dire que Luca vit cet événement, la mort du père et l'effroi dans lequel il est plongé, mais en même temps il est narrateur, c'est-à-dire qu'il est à la fois narrateur et personnage. Mais c'est pas un narrateur surplombant, c'est un narrateur un peu hésitant, un peu fragile. Ça, vous avez construit ça de façon très, 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 j'allais dire subtile, oui. C'est très impressionnant. Parce que c'est un narrateur qui n'a pas de recul. Voilà, c'est un narrateur au présent, de l'immédiat. Et on sait très bien qu'on ne peut pas être narrateur dans l'immédiat. Surtout, en fait, quand on est plongé dans une détresse et un chagrin. Et donc, son récit est lui-même chaotique. Il bégaye, il nous dit qu'il va nous parler quelque chose, et puis il dit non, mais attendez, je vais plutôt d'abord parler de ça. Donc, il y a une espèce comme ça de désordre du récit. Et c'est dans ce sens-là que je disais que je voulais que le film soit loyal, en fait, au personnage adolescent. Je voulais que le film et à la fois une vitesse comme ça qui alterne entre des fulgurances et puis des moments où il n'avance pas, et c'est vraiment pour moi cette narration était vraiment très très importante. Je me suis beaucoup, ça paraît toujours un peu vaniteux quand on met des références littéraires, mais
Il y a un texte de Dostoïevski qui s'appelle L'adolescent, avec un narrateur à la première personne, un adolescent. Et je me suis beaucoup appuyé sur la manière dont Dostoïevski fait, justement, parce qu'il n'arrête pas de... Il fait un récit qui est constamment en contradiction, en mensonge, en retour arrière, etc., avec un narrateur, j'allais dire, incompétent. Voilà. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'est que il ne sait pas raconter son histoire. C'est ça, c'est génial, ça. Et que le film n'est pas au-dessus de ça. Ouais. Donc, du coup, accompagne cette incompétence à raconter l'histoire jusqu'au moment où il renonce aux 2 tiers du film, où prenant acte qu'il ne sait pas raconter cette histoire, il se tait et il refuse du coup de parler. Et le dernier mouvement du film est autour de ce mutisme-là. Et à la fin, il retrouve la parole. Voilà. Donc c'est entre le moment où il ne parle plus et le moment où il va reparler, il y a le film. Le film comme un temps spécifique de sa vie, de son expérience, de sa mise à l'épreuve. De reprise de parole, voilà. Et dans un sens de résurrection. En tout cas, il a besoin enfin de mourir avec son père dans un sens, en fait, pour revenir et reprendre la parole. Mais c'est bouleversant parce que entre vous, mettez en scène, qui jouait le père qui va mourir, et ce jeune personnage de Lucas, c'est comme si vous passiez le relais, vous pilotez le film ensemble, quoi. Et ça, je trouve ça très émouvant. C'est assez rare. Ben, on l'a vraiment piloté presque dans un sens littéral, parce que justement la scène où je joue avec Paul, et c'est une scène de voiture en fait, et c'était le premier jour du tournage. Donc c'était très étrange parce que moi je suis vraiment pas acteur et je me sens assez balbutiant en fait en tant qu'acteur, et donc on s'est retrouvés tous les deux dans cette voiture, et c'était comme si j'abandonnais mon poste de metteur en scène. Vous voyez, en plus un premier jour, c'est toujours un jour où même pour les metteurs en scène, on connaît pas toutes les personnes de l'équipe, etc. Donc on est assez tremblant, et donc il faut normalement occuper ce poste de metteur en scène. Mais là, le siège du metteur en scène il était vide puisque le metteur en scène se mettait à côté de l'acteur. Et ça nous a mis à la fois dans une grande vulnérabilité, je pense, et aussi dans une grande complicité avec Paul. Et les 2 jours qu'on a passé dans cette voiture à faire cette scène de l'accident raté, on va dire, a vraiment soudé et lancé le film. Et puis, dans un sens, c'était aussi une direction d'acteur. C'était aussi une manière pour moi de montrer à Paul que il fallait pas du tout qu'il se pose des questions de mimétisme, de comment j'étais moi quand j'étais adolescent, que la place du passager en fait c'était pour lui, que la place du fils était complètement pour lui, et que moi j'étais celui qui conduisait, et qui d'ailleurs conduisait mal, puisque dans la scène je l'envoie dans le décor, et j'aimais bien en fait cette idée-là. C'est formidable. J'aime beaucoup comment vous en parlez de votre film. Il y a quelque chose qui est très touchant aussi dans le film, c'est la province, Chambéry, enfin autour de Chambéry, qui n'est pas votre région d'origine, vous êtes plutôt de Bretagne, et aller à Paris, quoi. Le fait d'aller à Paris, et Paris c'est la grande ville, c'est bon, tout est différent. Et puis il faut quand même qu'on parle de Quentin, le frère aîné de Lucas, qui est joué par Vincent Lacoste, qui est magnifique dans le film aussi. Et lui, c'est différent. Quentin, il a un boulot, il a des obligations, il est dans le réel, lui. Il est déjà dans la matière, quoi. C'est très différent. Oui, et puis il est déjà parti. En fait, il a déjà quitté la maison. Et puis Quentin, c'est un prétendant artiste, alors il est plutôt dans l'univers de l'art contemporain, mais il a quitté cette maison. Et donc la mort du père le fait revenir dans cette maison, et pas du tout. Alors, il peut être un peu sembler brutal en fait, mais en fait, pour lui, l'important c'est que ça ne change pas et qu'il puisse bien rester toujours en dehors en fait de cette maison. Et ce qui est quelque chose de très brutal. Mais moi, c'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que le film, à la fois, est un vrai portrait et garde le point de vue sur un personnage, sur le jeune fils, mais ça m'intéressait en fait qu'on n'oublie jamais en fait la solitude des autres personnages, et que ce soit celle qui est jouée par Vincent Lacoste, le frère aîné, ou celle qui est jouée par la mère, par Juliette Binoche. Il fallait que le film en fait, je sais pas, la tendresse soit toujours diffuse entre eux. Et puis aussi, on le sait bien en fait, dans des périodes comme ça de chagrin. Surtout dans les premières semaines qui suivent l'annonce d'une mort, on est aussi partagé des fois, enfin, ou envahi par des sentiments assez mesquins, où
où on se dit mais il n'est pas assez triste, il devrait être plus triste. Oui, et c'est ça qui se joue entre les deux frères, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même manière d'exprimer leur tristesse, et il y a presque une rivalité sur leur chagrin. À un moment donné, Quentin le dit à Luca, ne crois pas que moi aussi, mais il le manifeste différemment. Voilà, et surtout, continuer à faire l'énergie qu'il a pour devenir un artiste est capital pour lui. Elle prime en tout cas. Voilà. En tout cas, il a décidé d'une manière délibérée, même si qu'il fallait qu'elle prime. J'avais fait un film qui s'appelait Dans Paris, avec Romain Duris et Louis Garrel, et c'était une famille qui était marquée aussi par la mort, mais c'était la mort en fait d'un enfant. Et il disait qu'ils avaient une devise, c'est prends la peine d'ignorer la tristesse des tiens. Et le personnage de Vincent, il est là-dedans. Il semble ignorer la tristesse des siens, mais en fait, c'est un effort, c'est délibéré. Il faut qu'on parle. Il y a un personnage très émouvant et très énigmatique, angélique. C'est le personnage qui s'appelle Lilio. Il est angélique. Il est ni le bien ni le mal. Il est au-delà de. Et c'est très important. Il participe de manière extrêmement nuancée, intelligente, de l'éducation de Luca. Il l'éduque sur les sentiments, sur être indépendant, être libre. Et en même temps, il y a cette veine dans votre film de la prostitution. Se prostituer, mais c'est un passage, mais ça n'engage pas à grand-chose. On le fait, mais il ne faut pas s'y arrêter. C'est quand même... Là, moi, j'ai pensé à Dostoïevski, évidemment, sur les rencontres un peu presque miraculeuses qu'on fait. C'est un personnage réel, ça pourrait être un fantôme, ça pourrait être quelqu'un qui n'a pas de présence sociale réelle, etc. Et c'est très, très subtil, là aussi, dans votre film. Il est aussi ami avec... Quentin. Voilà, c'est le frère, c'est l'ami du frère aîné, et donc en fait le film le découvre à travers les yeux de Luca quand il vient à Paris en fait. Et pour moi c'est vraiment une construction romanesque où pour le coup le film ce personnage est absolument d'aujourd'hui. Vous voyez, il n'existe pas tellement dans le cinéma français d'il y a 10-15 ans ce genre de personnage, parce que c'est une figure masculine qui pour le personnage de Luca qui est joué par Paul Kircher est à la fois fascinante. Parce qu'il a comme ça une espèce de, je sais pas comment dire, de virilité douce, et puis en même temps, au fur et à mesure qu'il va tomber amoureux, mais d'une manière, j'allais dire, naïve, enfantine complètement, il va s'apercevoir que ce personnage est incroyablement double et qu'il est à la fois vulnérable par sa position sociale, mais aussi qu'il est... que la vie est assez cynique avec ce personnage, etc. Et donc, il est complètement perdu face à cette figure masculine qu'il choisit comme repère, mais qui semble n'avoir lui-même aucun repère. Et moi, j'aimais beaucoup que ce soit quelqu'un d'en dehors de la famille, en fait, qui va venir finalement conforter cette famille à la fin, et que c'est dans la relation de Luca, en fait, à ce personnage que quelque chose peut se dénouer. Et comme si à un moment, il était face à quelqu'un qui était presque plus faible que lui, et que la manière en fait dont ils vont échanger leurs faiblesses redonnait justement intérêt à la vie de Luca. Et cet acteur en fait qui s'appelle Erwan Fallet, c'est aussi la première fois qu'il tourne un film comme Paul, et donc c'était assez... Pour moi, c'était important, en fait. Parce que vous voyez, quand vous avez Vincent Lacoste, Juliette Binoche, forcément, en fait, vous jouez en tant que metteur en scène. C'est des gens qui ont joué dans tellement de films, etc. Donc, vous vous amusez un petit peu à les déplacer par rapport aux films des autres. Mais quand vous avez deux personnes qui n'ont jamais été filmées, c'est une autre responsabilité, j'allais dire, en tant que cinéaste. Et pour moi, c'était très, très important, en fait, que Luca, que Paul Kircher ne soit pas la seule figure inédite au cinéma dans le film. Je ne sais pas comment vous avez déplacé, comme vous dites, Juliette Binoche, mais elle est impressionnante, de vérité, tout simplement. Elle est sans phare, elle est littéralement... vous filmez son visage, il est extrêmement expressif, extrêmement émouvant, énergique aussi. Elle ne chute pas à la mort de son mari, donc elle ne s'effondre pas, au contraire, elle trouve elle-même un chemin pour exister auprès de ses deux fils, mais aussi auprès d'elle-même. C'est très...
je ne sais pas comment vous le dire, mais ça m'a beaucoup touché parce que c'est... Là aussi, il y a une force quand même. Une force, il y a les faiblesses, mais il y a aussi la force qui renaît, quoi. Oui, elle fait bonne figure. C'est vraiment un personnage qui fait bonne figure. Et donc, ça crée une tension, forcément, pour l'actrice et pour Juliette, à chaque fois, d'être au bord de l'effondrement, mais de devoir tenir. Juliette, moi, ça fait très longtemps, en fait, que je rêvais de travailler avec Juliette Binoche. Et malgré tout, le premier jour, à la première prise, j'étais stupéfait, en fait. C'est-à-dire que c'est une actrice qui est pleinement au présent, pleinement investie. Et ça a été vraiment une révélation, travailler avec elle. Et pourtant, voilà, je l'ai vue dans plein de films. Je sais que c'est une immense actrice. Mais soudain... Vous savez jamais en fait si la petite musique que vous fabriquez dans votre coin en fait va s'accorder, vous voyez, à des grandes actrices ou à des grands acteurs comme ça. Et quand j'ai vu qu'elle jouait ma musique, c'était presque attendrissant en fait. Comment il y a eu un moment de reconnaissance presque entre nous. Et je trouve qu'elle prend en charge en fait toute l'humanité du film. Elle donne une profondeur en fait à tous ces sentiments qui est oui, qui est vraiment essentiel. Et puis, j'ai vu aussi qu'elle a reconnu Paul. C'est-à-dire que elle l'a connu, elle, cette arrivée fracassante dans le cinéma avec Rendez-vous, pour le coup, de Téchiné, avec un rôle comme ça aussi, d'un personnage qui traverse beaucoup d'épreuves, dans la sensualité, dans l'humiliation. La province, Paris, le théâtre. Et on peut dire que dans un sens, c'est des récits de la honte, en fait. C'est des récits sur des jeunes personnages, mais qui sont des récits de la honte, en fait, où ils se sentent honteux d'exister. Et j'ai vu en fait qu'elle l'a reconnu. J'ai vu qu'elle s'est dit en fait qu'il y avait quelque chose de commun entre eux. Et c'est là-dessus en fait qu'ils ont exprimé quelque chose qui du coup devenait de l'ordre du lien filial. Et on croit absolument, vraiment, même physiquement par moments, j'avais l'impression qu'ils se ressemblaient, Juliette et Paul. Et c'est la force de Juliette Binoche, hein. Vraiment, elle est... Bon, évidemment, on sait tous qu'elle a une filmographie incroyable, le nombre de grands cinéastes avec qui elle a travaillé. Mais c'est quelqu'un qui c'est très... Elle se remet en jeu. Tout le temps, et elle adore ça, en fait. Elle adore travailler, en fait. Elle adore jouer. Alors que, vous voyez, toutes les scènes d'émotion, etc., elle les a jouées, je ne sais pas combien de fois, dans d'autres films. Et non, elle arrive le matin, vous arrivez aux loges, un grand sourire, quand est-ce qu'on commence? Et il y a ça chez Huppert aussi, etc. C'est-à-dire, il y a vraiment, ou chez Deneuve, elles ont tout le temps l'excitation du plateau, tout le temps l'excitation en fait de se confronter aux autres comédiens et comédiennes de la journée. Et ça, en tant que cinéaste, c'est tellement précieux, en fait, ce désir sans cesse renouvelé. Oui, le cinéma est possible, on peut le faire ensemble maintenant, tout de suite, quoi. Bon, c'est un film magnifique, Le Lycéen. Il sort le 30 novembre dans les salles. Je vous recommande, chères auditrices, chers auditeurs, d'aller voir le film de Christophe Honoré. Cette émission se termine. Je donne rendez-vous à mes auditrices et à mes auditeurs le 20 décembre à 11h pour une nouvelle émission Parlons Cinéma avec Serge Toubiana. Merci Lou Cohen et merci Guillaume à la technique. En attendant, allez au cinéma. Ba-da-ba-da-ba-dum-bum-ba.